3 semaines après la naissance de ma fille, Emma, j'avais enfin l'impression que la vie commençait à suivre son cours. Les nuits blanches étaient toujours là, mais chaque sourire, chaque petit bâillement rendait tout cela précieux. Mon mari, Thomas, était parti en mission professionnelle à l'étranger pour 2 semaines, nous étions donc seuls à la maison, le bébé et moi. Ce matin-là, tout semblait parfaitement normal. J'ai installé Emma dans son siège auto et j'ai pris la route à travers Bordeaux pour nous rendre à son rendez-vous chez le pédiatre. Le médecin m'a confirmé qu'elle était en pleine santé et qu'elle se développait idéalement. Je me souviens avoir souri tout le long du trajet du retour. Puis, tout a basculé. Un poids lourd a brûlé un feu rouge à une intersection. Je n'ai eu presque aucune seconde pour réagir. Le choc a fait tournoyer ma voiture. Le métal a crissé, le verre a volé en éclats. Ma tête a heurté l'appui-tête et tout est devenu un brouillard de bruit et de panique. Lorsque j'ai rouvert les yeux, j'étais dans une ambulance. Ma première pensée n'a pas été pour moi, mais pour Emma. Je n'arrêtais pas de demander si elle allait bien. Un ambulancier a fini par me rassurer en me disant qu'elle était saine et sauve, ne souffrant que de quelques contusions mineures. Un tel soulagement m'a submergé que j'ai fondu en larmes. À l'hôpital, les médecins m'ont annoncé que mes blessures nécessitaient une hospitalisation de plusieurs jours. Je ne pouvais pas m'occuper d'Emma seule. Mais je n'étais pas inquiète. Mes parents habitaient à 20 minutes de là. Ils étaient à la retraite et parlaient sans cesse de l'importance de la famille. Convaincu qu'ils m'aideraient, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé ma mère. Elle a décroché à la 3e sonnerie. Au début, j'ai ressenti un soulagement immense rien qu'en entendant sa voix. « Maman », ai-je dit, en retenant mes larmes, j'ai eu un accident de voiture, je suis à l'hôpital. Il y a eu une courte pause. Un accident ? A-t-elle demandé. J'ai rapidement expliqué ce qui s'était passé, en la rassurant sur l'état d'Emma. Puis je lui ai dit que les médecins voulaient me garder en observation pendant plusieurs jours. J'ai besoin d'aide, ai-je dit doucement. Est-ce que toi et papa vous pourriez vous occuper d'Emma jusqu'au retour de Thomas ? Un nouveau silence a suivi, puis ma mère a soupiré. Oh, ma chérie, je ne sais pas si c'est possible. J'ai cligné des yeux, confuse. Que veux-tu dire ? Nous avions des projets cette semaine, a-t-elle répondu, ton père et moi avions prévu de profiter un peu de notre temps libre. J'ai cru qu'elle n'avait pas compris. Maman, c'est une urgence, ce n'est que pour quelques jours. Au lieu de manifester de l'inquiétude, sa voix s'est faite plus ferme. Nous avons déjà élevé nos enfants, nous sommes trop vieux pour nous occuper d'un nouveau-né. J'ai senti mon estomac se nouer. J'ai demandé à parler à mon père, espérant que les choses seraient différentes, mais elles ne l'étaient pas. Il a immédiatement été d'accord avec elle. Peut-être qu'une de tes amies peut t'aider, a-t-il suggéré, nous ne sommes tout simplement pas en mesure de faire cela en ce moment. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. C'était leur petite fille. J'avais passé des années à les aider dès qu'ils en avaient besoin, sans jamais rien attendre en retour. Pourtant, maintenant que j'avais besoin d'eux, ils me tournaient le dos. L'appel a pris fin quelques minutes plus tard. Je suis restée fixée sur mon téléphone, totalement abasourdie. Pour la première fois de la journée, je me suis sentie vraiment seule. Une fois l'appel terminé, je suis restée assise sur mon lit d'hôpital, le regard perdu sur l'écran noir de mon téléphone. La chambre me semblait soudainement plus froide. Une infirmière est passée pour vérifier mes constantes, mais je l'ai à peine remarqué, mon esprit rejouant sans cesse la conversation avec mes parents. Plus j'y pensais,
plus des souvenirs douloureux remontaient à la surface. Durant mon enfance, mon petit frère, Julien, a toujours été le favori. Quand il oubliait ses devoirs, mes parents en riaient. Quand j'obtenais d'excellentes notes, ils trouvaient cela normal. Quand il avait besoin d'argent, il trouvait toujours une solution, alors que quand j'avais besoin de soutien, il y avait toujours une raison pour laquelle il ne pouvait pas m'aider. Pendant des années, je m'étais convaincue que ce n'était pas intentionnel. Je me disais que chaque famille avait ses défauts. Mais allongée dans cette chambre, blessée et incapable de m'occuper de mon bébé, je ne pouvais plus ignorer cette réalité. Même maintenant, ils avaient choisi leur confort plutôt que leur famille. Les heures s'écoulaient lentement. Je vérifiais mon téléphone constamment, espérant qu'ils changent d'avis, mais ils ne l'ont jamais fait. Pendant ce temps, mon anxiété grandissait. Thomas était à des milliers de kilomètres. Mes parents avaient refusé d'aider, et je ne savais toujours pas qui s'occuperait d'Emma si je restais hospitalisée. Chaque scénario catastrophe me traversait l'esprit. 1. Fin d'après-midi, l'épuisement a commencé à remplacer la panique. Peut-être que les choses étaient ainsi. Peut-être avais-je attendu trop de personnes qui ne le méritaient pas. Puis, on a frappé à la porte de ma chambre. Une infirmière est entrée avec un léger sourire. « Quelqu'un est là pour vous », a-t-elle dit. J'ai levé les yeux, confuse, n'attendant aucune visite. Quelques secondes plus tard, la porte s'est ouverte. Je m'attendais à voir une amie ou une voisine, mais c'est mon grand-père qui est entré. Pendant un instant, je suis restée à le regarder. Il avait 81 ans, mais il gardait toujours cette force tranquille. Il portait son habituel blouson marron et tenait un petit sac en papier. À la seconde où il a vu mon visage, son expression a changé. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» a-t-il demandé doucement. Cette simple question m'a brisé. Les larmes que je retenais toute la journée ont enfin jailli. Grand-père a tiré une chaise à côté de mon lit et a écouté tout ce que j'avais à dire, l'accident, mes blessures, l'absence de Thomas, et enfin l'appel avec mes parents. Sa mâchoire s'est crispée. « Ils ont dit non ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Il est resté silencieux pendant plusieurs secondes, puis il s'est penché vers moi. « Ne t'inquiète pas pour Emma, » a-t-il dit fermement, nous allons trouver une solution. La certitude dans sa voix m'a immédiatement apaisée. Contrairement aux autres, il ne cherchait pas d'excuses, il cherchait des solutions. En quelques minutes, il a commencé à passer des coups de fil. Il a contacté des parents, des amis et des membres de sa paroisse. En moins d'une heure, il avait mis en place un planning d'entraide avec des personnes de confiance prêtes à m'aider jusqu'à ma convalescence. Je n'arrivais pas à y croire. Le problème qui semblait insoluble toute la journée avait enfin une réponse. Avant de partir, grand-père a serré ma main. « Ta fille fait partie de la famille, » a-t-il dit, « et la famille elle a quand il le faut. » J'ai souri à travers mes larmes. Pour la première fois depuis l'accident, je reprenais espoir. Ce que j'ignorais, c'est que grand-père n'en avait pas fini. Le lendemain matin, il a fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé, il est allé directement chez mes parents. Je n'ai appris les détails que plus tard, mais selon plusieurs membres de la famille, la conversation fut mémorable. Grand-père est entré dans leur salon et a posé une question simple, pourquoi avez-vous refusé d'aider votre propre petite fille ? Mes parents ont immédiatement commencé à se justifier, parlant de leur projet, de leurs habitudes et du poids que représentait un nouveau-né. Mais grand-père n'était pas intéressé par leurs excuses. Il leur a rappelé que ce n'était pas
Une demande de vacances ou une faveur banale, mais que leur fille venait d'avoir. Un accident et que leur petite fille avait besoin d'une aide temporaire. La famille est censée être présente dans ce genre de moment. Plus ils tentaient de se défendre, plus cela paraissait grave. Pour la première fois, il était forcés d'entendre leurs propres décisions sous le regard de quelqu'un d'autre, et ce qu'ils ont entendu ne leur a pas plu. Dans la journée qui a suivi, la nouvelle a circulé dans toute la famille. Plusieurs proches m'ont appelé pour prendre de mes nouvelles. La plupart étaient choqués. Les mêmes parents qui parlaient toujours de l'importance de la famille avaient refusé d'aider au moment où elle en avait le plus besoin. Cette réalité était difficile à ignorer. À la fin de la semaine, mes parents ont fini par comprendre le mal qu'ils avaient causé. Selon grand-père, ils sont restés silencieux pendant un long moment avant de prendre une décision. Ils ont décidé de venir me voir à l'hôpital. Quelques jours plus tard, j'ai enfin été autorisée à sortir, réunie avec Emma. La tenir dans mes bras était comme une seconde chance dans la vie. Mes parents sont venus me rendre visite. Ils se sont excusés et ont admis avoir pris une décision terrible. Bien que leurs mots aient eu de l'importance, la blessure ne s'est pas effacée du jour au lendemain. Ce qui m'est resté, ce n'est pas leur excuse, mais les actes de mon grand-père. Quand tous les autres cherchaient des raisons de ne pas aider, lui a cherché un moyen de le faire. Il a protégé sa famille au moment où nous en avions le plus besoin. Cette expérience m'a changé. J'ai appris que l'amour ne se mesure pas aux promesses ou aux grands discours, mais à la présence de ceux qui répondent présent quand la vie s'écroule. Des années plus tard, je me souviens encore de cette semaine difficile. Pas à cause de ceux qui m'ont tourné le dos, mais grâce à ce grand-père qui a franchi la porte d'un hôpital pour me montrer ce que signifie vraiment le mot famille.